Mhm. Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Non, c'est pas aussi direct que ça, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Déjà, je tiens à préciser qu'au cours de cette vidéo, ce sera un avis personnel, et que cette vidéo, elle est pas là pour vous dire comment penser, hein, évidemment. J'ai découvert Le Seigneur des Anneaux avec les films de Peter Jackson, comme pas mal d'entre vous, je pense. Et il y a quelque temps sortait une nouvelle version du livre traduite du Seigneur des Anneaux. La première traduction a été effectuée par Francis Ledoux, et la nouvelle par Daniel Lauzon. C'est de cette nouvelle traduction que nous allons parler aujourd'hui et évidemment un peu de l'ancienne. Elle a des points forts, mais aussi pas mal de points qui me laissent dubitatif. Avant de commencer, je souhaite très simplement rappeler une chose. La traduction de Francis Ledoux a servi comme traduction de référence des films de Peter Jackson. Et c'est un point qu'il ne faut absolument pas oublier, car les films sont le point d'entrée principal pour les nouveaux fans de la saga, n'en déplaise aux anciens fans. La plupart des jeux vidéo utilisent aussi cette traduction. Et pour un univers si complexe que la Terre du Milieu, il n'est pas la peine de le compliquer encore plus en changeant, en bien ou en mal, des noms déjà bien établis dans les esprits des gens. Parlez de Grand Pas à quelqu'un qui a vu les films, il comprendra. En revanche, parlez-lui de l'Arpenteur, il aura plus de peine. Vous comprendrez pourquoi cet exemple plus loin. Maintenant, question primordiale. Pourquoi une nouvelle traduction était-elle nécessaire au Seigneur des Anneaux ? Le Hobbit avait été traduit un peu à la va comme je te pousse, pour citer Harry Stamper, et donc le travail de retraduction sur celui-ci était nécessaire. Ceci effectué de main de maître par Daniel Lauzon, la retraduction du Seigneur des Anneaux devait suivre pour rendre le tout plus harmonisé. J'ai aussi entendu dire d'autres choses sur les origines de la traduction, mais je m'en tiendrai à ces mots issus de la page Wikipédia dédiée aux traductions du Seigneur des Anneaux. Maintenant, avant de parler de la traduction elle-même, citons le maître lui-même. Texte issu du site Tolkien Estate, traduit par l'un des membres du site, je pense, parce qu'il n'est pas mentionné sous le texte. L'argument le plus évident en faveur d'une traduction est que l'œuvre traduite vaut la peine d'être lue intrinsèquement ou pour toute autre raison d'ordre historique ou académique, et elle vaut la peine d'être lue par ceux qui ne connaissent pas la langue de son auteur d'origine et dont on ne peut attendre qu'ils l'apprennent. Voilà, je suppose, l'argument généralement mis en avant, mais il existe divers degrés entre l'ignorance totale et la maîtrise parfaite d'un idiome étranger. Cette dernière est rarement acquise par qui que ce soit, pas même les traducteurs, et certainement pas par moi, sous-entendu Tolkien lui-même. Et même si l'on parvient à une certaine maîtrise, il est, je crois, incontestable que dans le cas de textes qui sont devenus des objets d'étude, qui ont été piétinés par des professeurs, des éditeurs et des étudiants, on s'applique de moins en moins à véritablement entendre l'œuvre originale. Entendre et non lire, car lire suggère une étude attentive et silencieuse. La réflexion sur les mots, la solution d'une série d'énigmes, mais entendre devrait signifier recevoir, à la vitesse d'une langue familière, l'effet immédiat de la mélodie et du sens de tout ensemble. Dans toute langue véritable, les deux sont unis. Séparés même par la nécessité de l'étude, ils s'étiolent. Un traducteur peut espérer, ou inconsidérément désirer, réparer ce divorce dans la mesure du possible. Et s'il y parvient à quelque degré que ce soit, il peut alors être utile même à ceux dont les connaissances sont supérieures aux siennes. On peut rarement égaler ou ne serait-ce qu'approcher le caractère immédiat d'une langue maternelle. Et lorsque, comme dans le cas du lecteur anglais confronté à Pearl et Gauvin, la langue à traduire est l'anglais, mais d'un genre que le passage du temps et les changements de l'anglais littéraire ont reçu inintelligible à moins de l'étudier. Rares sont ceux qui, ayant même subi cette étude, sont en fait déjà entendus l'un ou l'autre de ces poèmes, autrement dit, qui les ont perçus avec la même immédiateté qu'un homme vivant à la même époque et dans les mêmes circonstances que l'auteur. Y parvenir exigerait bien sûr une machine à remonter le temps, qui permettrait d'abord d'acquérir le dialecte et l'idiome littéraire familier à l'auteur, puis écouter son œuvre. L'unique substitut concret d'une telle machine est la traduction, aussi imparfaite soit-elle. Comment peut-on faire pour qu'une traduction agisse de cette manière, aussi imparfaite cette manière soit-elle ? Tout d'abord, par une allégeance absolue à la chose traduite, à son sens, à son style, à sa technique et à sa forme. La langue utilisée en traduction n'est, pour ce faire, qu'un instrument qu'il faut manipuler
de sorte à reproduire, à rendre de nouveau audible, aussi fidèlement que possible, l'œuvre ancienne. Par bonheur, l'anglais moderne littéraire et non familier contemporain, est un instrument d'une très grande capacité et aux grandes ressources. Il a une longue expérience qui n'est pas encore oubliée et de profondes racines dans le passé dont toutes n'ont pas encore été arrachées. John Ronald Reuel Tolkien, 1963. Je tenais aussi à dire que quel que soit votre avis, respectez le travail de tout traducteur, car c'est long, compliqué et rempli de compromis, car aucune langue ne correspond à 100% avec une autre et une traduction littérale serait totalement illisible. Allez, attaquons. Je vais commencer par vous montrer ce qui me dérange quelque peu, comme ça c'est fait, et c'est la plus longue partie. La traduction des noms en anglais est des fois un peu particulière. Un exemple que je vous présente pour étayer mon propos, par exemple, la rivière qui coule dans la vieille forêt s'appelle en version originale Withywindle. Le mot Withy signifie saule, élément courant dans les noms de lieux anglais, et Windle signifie fuseau ou bobine en ancien anglais, et est censé être une traduction de la langue hobbit. Outre le sens de saule enroulé, qui serait la traduction littérale, le nom est également un jeu de mots sur le mot Withywind, une sorte de liseron ou une mauvaise herbe du genre nuisible qui s'enroule autour d'autres plantes. Le mot Withywind signifie fort en souplesse, sans mêler. Donc, tournesol de Francis Ledoux, le concept de saule, il est check. Le concept de fuseau ou de bobine, c'est moyen. Puis vient l'osrondule de Daniel Lauzon. Concept de saule, non. Et concept de bobine ou de fuseau, non plus. Je vais pas vous faire la même description pour chaque nom, mais ça vous donne une idée de ma façon de voir les choses. Un deuxième exemple, la comté dans la première traduction est devenu le comté dans la nouvelle. Malheureusement pour moi, le comté c'est un fromage, et je pense qu'il en est ainsi pour pas mal de gens. Mais passons. Un comté, c'est une division administrative aux USA, au Canada ou Grande-Bretagne par exemple, l'égale d'un canton suisse si je comprends bien. Un comté, historiquement, c'est un lieu qui est dirigé par un comte qui est le représentant du roi, ce qui n'est plus le cas de la comté, qui est dirigée par un maire ou un thegn. La comté était sous juridiction du roi de l'ancien royaume d'Arnor, qui est tombé il y a longtemps. Depuis, la comté est dirigée par un thegn ou un maire, qui est élu tous les 7 ans, donc ce n'est pas un comté. Après, je reste très intéressé si vous avez d'autres arguments ou d'autres façons de voir la chose. Je suis très ouvert au dialogue à ce niveau-là, parce que comme je le disais en préambule, une traduction c'est difficile. Je vais maintenant vous citer quelques exemples qui retournent simplement de culture et de bon sens selon moi. Bywater, en anglais, qui était les eaux, fut retraduite par Bello. Autant la vibe du nom reste exactement la même et je pourrais pas juger là-dessus. Mais le problème de ce nom est d'ordre historique. À la fin du retour du roi, se dispute la bataille de Bello en nouvelle traduction. Vous voyez où je veux en venir? La bataille de Bello, ou bataille de Bois Bello, a opposé les Américains et les Allemands au cours du mois de juin 1918. Vous pensez que le professeur Tolkien ait prévu cette affiliation quelque peu houleuse? Si c'est le cas, et que c'est noté quelque part, je m'incline, pas de souci. Mais franchement, permettez-moi d'en douter. La rivière Silverlode, en anglais nommée Cours d'Argent en français dans la première traduction, fut retraduite Argentine. Je vais pas détailler, non? Je vous laisse d'autres noms qui me semblent un peu bizarres. Samsagas, Samwise, qui devient Samsaget. Les champs Osiris, Gladdenfields, qui deviennent les champs de Flambe. Ou encore le lac du miroir, Mirrormere, qui devient Miraland. Mais pour d'autres noms, je suis assez d'accord, comme pour la remise de Frodo ou de Bilbo, qui n'avait pas besoin d'être francisé dans la première traduction en Bilbon ou Frodon. Aragorn, aussi, qui est ainsi nommé Strider en anglais, est Grand-Pas dans la première traduction. C'est pas un nom Grand-Pas, même péjoratif. En revanche, l'arpenteur de la nouvelle traduction colle bien mieux à l'image défraîchie du voyageur qu'est Aragorn. Je peux le nommer aussi le pont de Brandevin, dont le nom original est The Bridge of Stonebows, qui a été traduit en premier par le pont aux arbalètes. Pourquoi? L'arbalète c'est crossbow, pas stonebow. La nouvelle traduction corrige ça en pont des arcs en pierre, qui est beaucoup plus correct. Je pense que nous avons assez parlé des références de traduction.
Toutefois, n'hésitez pas à me donner un exemple que vous aimez bien ou que vous n'aimez pas en commentaire. On pourra en discuter. Mais en général, je trouve que le rythme d'écriture et le ton sont un peu simplifiés par rapport à l'ancienne traduction dans la nouvelle. Par exemple, je trouvais personnellement l'utilisation systématique du pronom « vous » plus adéquate que le mix effectué dans la nouvelle traduction. Deuxième point, qu'avez-vous fait à Sam ? Là où dans la première traduction, il s'exprimait avec des expressions dites rurales mais claires et simples, dans la nouvelle traduction, il a clairement l'air d'avoir un déficit mental ou une peine à s'exprimer que je n'ai jamais ressenti en version anglaise. Parce que oui, je me permets de faire cette note sur la nouvelle traduction parce que je l'ai lu en ancienne traduction, je l'ai lu en nouvelle traduction et je l'ai lu en anglais, le livre original. Du coup, je pense pouvoir le faire. En général, je trouve que la façon de parler de chacun des personnages est beaucoup plus marquée dans la première traduction. Dans la nouvelle, la différence est moins claire. Entre les hobbits, la différence est marquée car Frodo s'exprime de manière presque soutenue. Merry essaye d'imiter ça sans y parvenir. Pippin parle familièrement et Sam est un peu bébête. Mais au-delà de ces quatre-là, la différence entre, mettons, Elrond et Gimli est existante mais beaucoup plus subtile et difficile à saisir dans la nouvelle traduction. Voilà selon moi les points que je n'aime pas dans la nouvelle traduction. En revanche, il existe un point qui le relève absolument tous dans la nouvelle traduction, il s'agit des poèmes et des chansons. Dans la traduction de Francis Ledoux, ils étaient réduits à de simples textes en italique sans rime, pied ou vers. Daniel Lauzon corrige ce faux pas de main de maître en nous fournissant des poèmes beaux, bien écrits et fidèles au mieux à la version anglaise. En revanche, l'ancienne traduction n'est pas exclue de tout défaut, loin de là même. Par exemple, certaines expressions sont vraiment étranges et sortent du récit. Par exemple, on parlera d'un cousin à la mode de Bretagne, ou simplement la mention de Dieu avec le D majuscule, rapportant au Dieu chrétien. Les noms Quenya aussi, comme Valar, sont traduits au singulier dans la version du Seigneur des Anneaux par Ledoux. Je pense qu'il est inutile de m'étendre sur la nouvelle traduction encore longtemps, alors je vais laisser là cet épisode, et je vous invite à venir discuter de cette nouvelle traduction et de cet épisode mercredi 22 décembre à 20 h sur ma chaîne Twitch. Le lien est en description. Et franchement, ce serait sympa d'avoir une discussion posée et concrète. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager mon travail. Ça me ferait super plaisir. Alors merci d'être toujours et encore là pour suivre mon travail. Et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!